J'étais tellement pressée d'aller au travail que j'ai accidentellement pris le téléphone de mon mari. Au moment où je suis montée dans le métro, ma belle-sœur a appelé. La toute première phrase sortie de sa bouche m'a fait décider sur le champ que j'allais demander le divorce le lendemain matin. Ce matin-là, j'ai quitté l'appartement à 10h pour 7h, tellement pressée que je n'ai réussi à prendre qu'une bouchée de mon croissant avant de l'emballer et de le fourrer dans mon sac à main. Mon agence de communication avait une présentation majeure avec un grand client à la Défense. Si nous décrochions ce contrat, tout le service recevrait une prime et j'aurais enfin une chance d'être promu chef d'équipe après presque 6 ans à travailler dans l'ombre de tout le monde. Je m'appelle Solène. J'ai 32 ans et je suis mariée depuis 3 ans. Mon mari Étienne a 2 ans de plus que moi et travaille comme dessinateur technique pour une entreprise de design d'intérieur. Notre mariage, du moins aux yeux des autres, était stable. Pas de drame, pas de scandale, pas de disputes hurlées dans le couloir de notre immeuble. Je pensais autrefois que c'était tout ce qu'une femme pouvait demander à la vie. Un emploi stable, un toit au-dessus de ma tête et un homme qui rentrait à la maison pour dîner avec moi tous les soirs. Mais certaines choses paraissent parfaitement intactes de l'extérieur tout en pourrissant de l'intérieur. Je suis sortie de l'ascenseur et j'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon téléphone afin de vérifier mes emails. Quand l'écran s'est allumé, je me suis figée. Le fond d'écran n'était pas la photo des hortensias sur notre balcon que j'utilisais toujours. C'était une photo d'Étienne debout devant le Stade de France tenant une écharpe du PSG, souriant comme un enfant le jour de Noël. J'ai froncé les sourcils et poussé un lourd soupir. J'avais pris le mauvais téléphone. Étienne et moi avions le même iPhone noir exactement, tous les deux avec des coques transparentes. Cela s'était déjà produit quelquefois, mais généralement seulement quand nous étions à la maison. Aujourd'hui, j'étais déjà en retard. Pas le temps de faire demi-tour. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Étienne travaillait en horaire décalé aujourd'hui, donc il serait à la maison toute la matinée. Il pourrait utiliser mon téléphone et nous échangerions ce soir. Au moment où j'ai atteint la station, le métro arrivait. Je me suis faufilée à l'intérieur, debout près des portes arrière. Paris un lundi matin était étouffant de monde. L'odeur de parfums bon marché, de café à emporter, les sonneries de téléphone et la voix automatisée demandant aux passagers de s'éloigner des portes fermantes se mélangeaient en un bruit chaotique qui empirait mon mal de tête. Juste au moment où le métro a traversé la Seine, le téléphone dans ma main a vibré. L'écran a clignoté. C'était Léonie, la jeune sœur d'Étienne. J'ai hésité. Normalement, je détestais répondre au téléphone de mon mari, et je ne voulais définitivement pas me faire entraîner dans les drames de sa famille tôt le matin. Mais pensant que cela pouvait être une urgence, j'ai glissé pour accepter l'appel. Avant même que je puisse dire bonjour, la voix de Léonie est arrivée rapide et tranchante comme toujours. « Hey, maman veut savoir si tu as parlé à Solène pour l'appartement. Tu as ? Tu traînes les pieds et maman s'inquiète. » Je me suis figée. C'était comme si quelque chose s'était coincé dans ma gorge. N'entendant pas de réponse et supposant une mauvaise connexion, Léonie a continué, son ton devenant irrité. Cet appartement à Montmartre à elle. Maman a dit que tu dois la convaincre de mettre ton nom sur l'acte maintenant. Si tu attends trop longtemps et qu'elle change d'avis, on est foutu. Cet endroit pourrait facilement se vendre pour 450 000 € sur ce marché. On le vend, on prend l'argent liquide et on achète cette grande maison à Neuilly. Maman cosignera avec toi juste pour être sûre. Je pourrais ouvrir mon salon d'esthétique dans le sous-sol aménagé et maman pourra vivre juste là avec vous pour aider. Je suis restée complètement immobile au milieu du wagon bondé. La main tenant le téléphone est devenue glacée.
L'appartement à Montmartre était le bien que ma mère avait acheté pour moi avant de mourir. Il n'était pas énorme, juste 2 pièces dans une rue calme bordée d'arbres. Mais c'était la seule chose que ma mère m'avait laissée. Quand elle était en phase terminale, elle tenait ma main et m'avait fait promettre encore et encore. Solène, une femme peut aimer son mari, elle peut s'occuper de ses beaux-parents, mais tu dois garder cet appartement à ton nom. C'est ton filet de sécurité. C'est un endroit où tu peux te relever si un jour tu te retrouves seule. À l'époque, j'avais pleuré et lui avais dit qu'elle exagérait. Je lui avais dit qu'Étienne m'aimait vraiment, que sa famille était correcte et que je n'aurais jamais besoin de filet de sécurité. Maintenant, en y repensant, chaque mot que ma mère avait dit ressemblait à une aiguille dans ma poitrine. À l'autre bout de la ligne, Léonie continuait de parler, complètement inconsciente de qui écoutait vraiment. Maman dit « Si Solène demande pourquoi tu dois être sur l'acte, dis-lui juste que c'est pour la planification successorale et votre avenir ensemble. Joue l'angle romantique. C'est une sentimentale. Elle cédera. D'ailleurs, sa mère est morte et son père vit hors de la région avec sa nouvelle famille. Qui va intervenir pour la défendre? Ne sois pas une mauviette, Étienne. Quand tu l'as épousée, maman a dit que c'était une bonne prise parce qu'elle avait son propre bien immobilier et un bon emploi. Mais sa famille est pratiquement inexistante. Ce serait du gâchis de ne pas utiliser ce qu'elle a. J'ai fermé les yeux. Le métro s'est arrêté brusquement à la station suivante. J'ai trébuché en avant, mon épaule heurtant douloureusement la barre métallique, mais cette douleur physique n'était rien comparée à la sensation que ma poitrine était écrasée. Léonie a baissé la voix comme si elle discutait d'informations top secrètes. Et cet argent que sa mère lui a laissé, c'était environ 80 000 €, non? Dis-lui que tu veux l'utiliser comme capital de départ pour lancer ta propre entreprise de meubles sur mesure. Elle t'aime tellement qu'elle te le donnera complètement. Le laisser dans un fonds commun est un gâchis de toute façon. Elle a épousé notre famille. Son argent est l'argent de notre famille. Mes oreilles bourdonnaient. Ces 80 000 € étaient le versement de l'assurance vie et les économies de ma mère. Je n'en avais jamais parlé à personne. Je l'avais seulement dit à Étienne parce que je croyais que les époux ne devaient pas garder de secrets financiers. Je lui avais fait confiance à un point de pure stupidité. Je me suis soudain souvenu d'une conversation il y a 6 mois. Étienne avait mentionné un ami qui voulait s'associer pour ouvrir un atelier de menuiserie, ayant besoin d'environ 40 000 € en capital initial. Il avait suggéré que si je retirais un peu d'argent de mon héritage, les profits appartiendraient à nous deux. J'avais presque accepté. Dieu merci, j'avais fait des recherches et découvert que son ami était noyé de dettes, donc j'avais dit non. Étienne m'avait fait la tête pendant 1 semaine. Il mangeait le dîner et s'enfermait dans la chambre. J'avais en fait blâmé moi-même d'être trop calculatrice et peu soutenante. Il s'avérait qu'il visait mes biens depuis le début. « Étienne, tu écoutes même ?» La voix de Léonie m'a ramené à la réalité. J'ai ouvert les yeux. La femme reflétée dans les portes vitrées du métro était pâle. Ses yeux étaient rouges, mais il n'y avait pas de larmes. J'ai parlé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Léonie !» Silence mortel à l'autre bout. Quelques secondes plus tard, la voix de Léonie a tremblé. « Solène, c'est toi? Pourquoi as-tu le téléphone d'Étienne? » Je l'ai pris par erreur. J'ai entendu ma propre voix, étrangement calme, comme si la personne dont la vie venait d'être brisée n'était pas moi. J'ai tout entendu de ce que tu viens de dire. Non, Solène, écoute, laisse-moi expliquer. Je plaisantais juste, maman et moi plaisantons comme ça tout le temps. S'il te plaît, ne le prends pas au sérieux. Une plaisanterie? J'ai laissé échapper un rire sec, mes entrailles se glaçant. Plaisanter sur prendre l'appartement que ma mère morte m'a laissé. Plaisanter sur prendre le dernier bout d'argent qu'elle a économisé pour moi.
Plaisanter sur le fait que je n'ai pas de famille pour me soutenir, donc je suis une cible facile. Tu exagères complètement. On ne le pensait pas comme ça. On est une famille. Je l'ai coupé. À partir d'aujourd'hui, transmets ce message à ta mère et à ton frère. L'appartement à Montmartre est mon bien propre. Pas une seule brique de cet endroit n'appartient à la famille Durand. Et l'argent que ma mère m'a laissé, je le garderai, le dépenserai, l'investirai ou le brûlerai, comme bon me semble. Aucun de vous n'a le droit de calculer comment le dépenser. Le ton de Léonie a changé, devenant défensif et strident. Solène, ne sois pas si égoïste. Tu es mariée à mon frère depuis 3 ans. Tu fais partie de cette famille. Ta maison est sa maison. Maman veut juste qu'on vive tous proches. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? J'ai serré le téléphone fort. Ce qui ne va pas, c'est que vous ne m'avez jamais vu comme une famille. Vous m'avez vu comme un bien immobilier, comme un compte en banque, comme une femme sans mère facile à manipuler. Solène, j'ai mis fin à l'appel. Soudain, le monde autour de moi est devenu incroyablement silencieux. Le métro était toujours bruyant. Les gens continuaient de se bousculer. La voix automatisée annonçait toujours les arrêts. Mais dans ma tête, il n'y avait que la voix de ma mère. C'est ton filet de sécurité. J'ai serré mon sac contre ma poitrine, restant parfaitement immobile jusqu'à mon arrêt. En marchant vers mon bureau, le téléphone dans ma main a commencé à vibrer continuellement. C'était mon numéro qui appelait. Étienne devait s'être réveillé et avoir réalisé ce qui s'était passé. Léonie devait l'avoir appelé en panique. J'ai fixé l'écran et l'ai laissé sonner. Puis les textos ont commencé à affluer. Solène, décroche. Léonie parlait juste de bêtises. Ne le prends pas à cœur. Je t'expliquerai tout ce soir. J'ai fixé ces mots pendant longtemps. Si c'était hier, j'aurais être cru en lui. Je me serais dit que Léonie était juste sans limite. Ma belle-mère était juste vieille école et Étienne ne voulait pas de mal. J'aurais avalé la boule dans ma gorge pour préserver la paix. Mais aujourd'hui, je l'avais entendu de mes propres oreilles. Une fois la confiance brisée, les excuses ne sont que du scotch bon marché sur du verre cassé. J'ai levé les yeux vers l'immeuble de verre imposant de mon entreprise. La grande présentation m'attendait. Je devais encore faire mon travail. Le contrat devait encore être gagné. Ma vie n'allait pas s'effondrer juste parce qu'une famille de parasites avait enfin montré ses vraies couleurs. Mais je savais une chose avec certitude. Ce soir, quand je retournerai à l'appartement que j'avais partagé avec Étienne pendant 3 ans, je ne serai plus la femme douce, accommodante, facilement dupée. Je lui poserai une question. M'as-tu épousée pour moi ou pour l'acte de l'appartement de ma mère? Et quelle que soit sa réponse, ma stratégie de sortie était déjà en marche. Je suis entrée dans la salle de conférence à 8h20. Mes mains étaient glacées malgré le chauffage allumé. Sur mon ordinateur portable, le deck de présentation était prêt. Les mots que j'avais polis jusqu'à 1 du matin se brouillaient soudain. Mon esprit n'était pas sur les métriques clients ou les budgets. Il repassait en boucle la voix de Léonie. Sa mère est morte et son père vit hors de la région. Qui va intervenir pour la défendre? À leurs yeux, mon deuil n'était pas quelque chose à réconforter. C'était une faille à exploiter. Mon manager est passé devant mon bureau et s'est arrêté. « Solène, ça va? Tu as l'air d'un fantôme. » J'ai levé les yeux et forcé un sourire. Je vais bien. Je n'ai juste pas encore pris mon café. Je suis prête pour la présentation de 14 Je sais à quel point c'est important. Bien. Tiens bon, a-t-il dit en s'éloignant. J'ai regardé le téléphone d'Étienne. L'écran s'est allumé à nouveau. Solène, s'il te plaît, écoute. Tu sais comment Léonie parle sans réfléchir? Pour l'appartement, j'allais t'en parler plus tard, mais pas comme elle l'a fait sonner. En lisant son texto,
Une douzaine de petits souvenirs que j'avais auparavant balayés se sont soudain mis en focus douloureux. Je me suis souvenu de ma belle-mère faisant des commentaires passifs-agressifs à Thanksgiving. Ce n'est pas bon pour une femme de détenir trop de biens à son nom. Les époux doivent se faire confiance et tout partager pour que le mariage dure. Je me souviens d'Étienne regardant la facture de taxes foncières pour l'appartement de Montmartre et disant nonchalamment « Une fois qu'on aura des enfants, on devrait le vendre et utiliser la plus-value pour une grande maison en banlieue. » Je me souviens de Léonie visitant notre appartement, regardant autour et ricanant « Tu as tellement de chance, Solène. Ta mère est morte, mais au moins elle t'a laissé un bien immobilier. Personne ne me donnera jamais quelque chose comme ça. » À l'époque, je pensais qu'elle était juste maladroite. Maintenant, le venin caché dans ses mots était clair comme du cristal. J'ai éteint le téléphone et me suis forcée à me concentrer. La présentation a duré presque 2 heures. J'ai présenté et répondu aux questions, analysé les données et souri au bon moment. J'ai fonctionné comme si mon cœur n'avait pas été arraché ce matin-là. Quand le client a hoché la tête et dit qu'ils étaient excités d'avancer, mon équipe a discrètement applaudi. Mon manager avait l'air ravi, mais j'étais juste épuisée. Épuisée au point où mes mains tremblaient sous la table de conférence. Juste après la réunion, le téléphone portable personnel dans mon sac, celui que j'avais synchronisé avec mon ordinateur, a commencé à sonner. C'était Émilie, ma meilleure amie. « Solène, où es-tu? Tu es au bureau ?» Sa voix était urgente et furieuse. « Oui, qu'est-ce qui ne va pas? » « Je suis au café près de ton appartement. Je viens de voir Étienne, ta belle-mère et Léonie assis à quelques tables de là. J'ai tout entendu. Solène, tu dois être intelligente là, dessus. Ils ne pensent pas que c'est un malentendu. » Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ta belle-mère a dit à Étienne qu'il doit ramper et jouer la victime ce soir. Elle a dit que si tu refuses de le mettre sur l'acte, il devrait te menacer de divorce. Elle a littéralement dit « Une femme dans la trentaine avec une mère morte et sans soutien familial n'osera pas quitter son mari. » Et Léonie a ajouté « Tu es avare si tu gardes l'appartement pour toi. » Je me suis appuyée contre le mur du couloir, un frisson froid descendant le long de ma colonne. La voix d'Émilie s'est brisée de colère. « Solène, Étienne est juste resté assis là. Il ne t'a pas défendu une seule fois, pas un seul mot. » J'ai fermé les yeux. La partie la plus douloureuse n'était pas la belle-mère ou la belle-sœur complotant contre moi. La partie la plus agonisante était que l'homme que j'appelais mon mari savait, écoutait et restait silencieux. Je suis rentrée à notre appartement vers 19. Les lumières du salon étaient allumées. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Étienne, sa mère et Léonie assis sur le canapé. Il y avait une assiette de fruits coupés sur la table basse et 3 verres d'eau. On aurait dit qu'ils attendaient une négociation en salle de conseil. Ma belle-mère a levé les yeux avec un sourire étrange. « Solène, tu es rentrée. Viens t'asseoir. Éclaircissons l'air. » J'ai laissé tomber mon sac sur le fauteuil. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je n'ai pas avancé plus loin dans la pièce. Pas besoin de tourner autour du pot. Je veux entendre Étienne parler en premier. Étienne s'est levé, ses yeux évitant les miens. « Solène, aujourd'hui c'était un énorme malentendu. Léonie est immature. Elle parlait juste sans réfléchir. J'ai fixé directement sur lui. Alors réponds-moi à ça. As-tu déjà pensé à me demander de mettre ton nom sur l'acte de l'appartement à Montmartre? » La pièce est tombée dans un silence mortel. Étienne s'est mordu la lèvre, prenant longtemps avant de marmonner. Je pensais juste que puisque nous sommes mariés, les biens devraient être communs. Donc, c'est plus facile pour planifier notre avenir. J'ai laissé échapper un rire amer.
et pour vendre pour acheter une maison où ta mère et Léonie peuvent vivre avec nous. Le visage de Léonie est devenu rouge instantanément. Solène, ne le tourne pas comme ça. J'ai un enfant. Je veux de la stabilité. Est-ce un crime? Je me suis tournée vers elle. Le crime est de vouloir construire ta stabilité sur la fondation de l'appartement de ma mère morte. Ma belle-mère a claqué la main sur la table. Tu dépasses les bornes, jeune fille. Quand on se marie dans une famille, on veille sur cette famille. Cet appartement est vide de toute façon. Qu'est-ce que tu perds en aidant ta belle-sœur? J'ai regardé la femme que j'avais appelée maman pendant 3 ans et me suis sentie complètement dégoûtée. Qu'est-ce que je perds? Je perds la dernière chose que ma mère m'a laissée. Je perds mon filet de sécurité. Je perds ma confiance. Et je perds ce mariage. Étienne a tressailli. Solène, arrête de lancer le mot divorce comme une menace. Je suis allée dans le placard de la chambre et j'ai sorti une petite valise. J'avais pris ma décision des heures plus tôt au bureau. Ce n'est pas une menace. Je pars ce soir. Demain matin, mon avocat te contactera. Si tu as encore une once de décence, ne rends pas ça plus laid que nécessaire. Le salon s'est figé pendant que je roulais la valise dehors. Étienne s'est précipité et a bloqué mon chemin. Il a baissé la voix, essayant d'avoir l'air calme, mais la panique dans ses yeux était évidente. Solène, n'exagère pas. On peut fermer la porte et régler ça entre nous. J'ai regardé sa main reposant sur la poignée de ma valise. La même main qui tenait la mienne à l'hôtel. La main qui avait promis de me protéger. Maintenant, cette main essayait de me piéger, non par amour, mais par peur que je parte avec le bien immobilier et l'argent qu'il n'avait pas encore réussi à voler. Enlève ta main de mon sac, Étienne. Sois raisonnable, ai-je dit. Enlève ta main de mon sac. Ma belle-mère s'est levée du canapé d'un bond, sa voix tranchante et vicieuse. Tu pars vraiment? Entraînant une valise au milieu de la nuit. Qu'est-ce que les voisins vont penser? Tu embarrasses cette famille. Je me suis tournée vers elle, ressentant un calme étrange et absolu. Cette famille a perdu sa dignité au moment où toi et ta fille vous êtes assises pour comploter comment me voler. Pas quand j'ai fait mes valises. Léonie a pointé un doigt vers moi. Ne joue pas la victime. Ton appartement est resté vide pendant des années. Le vendre pour aider la famille est ce qu'une personne décente ferait. Tu es juste une calculatrice, Radine. Je l'ai regardée et ai parlé lentement. Léonie, tu as un mari et un enfant. Si tu veux une maison, va travailler pour ça. Arrête d'attendre qu'une autre femme paie pour ta vie. Léonie s'est étouffée sur ces mots. Étienne a essayé de me tirer vers la chambre, essayant de me séparer de sa mère et sœur pour pouvoir me gérer. Je suis désolée. J'admets que maman et Léonie sont allées trop loin, mais je n'ai jamais voulu te forcer. Je pensais juste que si on le copropriétait, on serait plus proche. J'ai ri fort. Plus proche? En prenant mon bien propre et en le rendant tien, pourquoi dans ce mariage, notre signifie toujours ton? N'ai-je pas été bonne pour toi pendant 3 ans? J'ai regardé autour de l'appartement. J'avais choisi les rideaux, les draps, les lampes. J'avais versé mon cœur pour en faire un foyer. Mais il s'avérait que j'étais la seule à jouer à la maison. Tu n'es bon pour moi que quand j'obéis, ai-je dit. Tu n'es doux que quand je cède. Tu ne m'aimes que quand je ne gêne pas la cupidité de ta famille. Ce n'est pas de l'amour, Étienne. C'est engraisser un veau pour l'abattoir. Étienne est devenu pâle. C'est une chose horrible à dire. Pas aussi horrible que de dire « J'ai une mère morte, donc personne pour me défendre ». Il est devenu complètement silencieux. Ce silence était la réponse la plus forte qu'il pouvait donner. J'ai tiré ma valise jusqu'à la porte d'entrée. Cette fois, personne ne m'a arrêté. Avant de sortir, je les ai regardés tous les 3 une dernière fois.
Attendez-vous à entendre mon avocat. Si vous essayez de traîner ça, j'irai au tribunal. Ma belle-mère a ricané. Bien, divorce-le, mais on verra comment les biens seront partagés. Ne pense pas que tu peux juste partir avec tout. J'ai hoché la tête. Tu as raison. Rendons ça très clair. Ce qui est à moi reste à moi, et je ne veux pas un seul centime de la famille Durand. Je suis entrée dans le couloir et ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Ce n'est qu'au moment où les portes métalliques se sont fermées que les larmes ont enfin coulé. Je ne pleurais pas parce que je regrettais de partir. Je pleurais par pitié pour la Solène des 3 dernières années, qui avait essayé si fort de croire qu'elle avait trouvé une famille, pour réaliser qu'elle n'était qu'une proie. Cette nuit-là, je suis allée chez Émilie. Quand elle a ouvert la porte, elle m'a regardée une fois et m'a tirée dans une étreinte serrée. Tu vas bien, tu es sortie, c'est ce qui compte. J'ai enfoui mon visage dans son épaule et ai enfin sangloté. Émilie m'a fait un bol de soupe chaude au poulet et vermicelle. J'ai forcé quelques cuillerées, la gorge serrée. Sur le comptoir, mon téléphone vibrait sans fin. Étienne a appelé. Sa mère a appelé. Léonie a envoyé des paragraphes de culpabilisation. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé face contre le comptoir. Émilie s'est assise en face de moi. Demain, je viens avec toi voir l'avocat. J'ai essuyé mes yeux. Ouais, je ne fais plus ça seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6h, ayant à peine dormi. La lumière pâle du soleil à travers la fenêtre d'Émilie illuminait ma valise dans le coin. On aurait dit que toute ma vie adulte avait été condensée en quelques vêtements de rechange. Émilie m'a tendu une tasse de café. Tu n'as pas à faire semblant d'être forte avec moi, mais quand tu les affrontes, tu dois être glaciale. J'ai hoché la tête. Glaciale. Si je montrais une once de faiblesse, l'héritage de ma mère serait déchiré par ces vautours. À 9h, Émilie et moi sommes arrivés à un cabinet d'avocats dans le centre de Paris. Nous rencontrions l'avocate Laura Moreau, une spécialiste du divorce hautement recommandée. Elle avait la quarantaine, portant une veste élégante avec des yeux calmes et évaluateurs. Je me suis assise et lui ai tout raconté, depuis avoir pris le mauvais téléphone jusqu'à l'appel de Léonie et la confrontation de la veille. Laura n'a pas interrompu. Elle prenait juste des notes sur un bloc légal. Quand j'ai fini, elle a levé les yeux. L'appartement à Montmartre. L'acte était-il uniquement à ton nom avant le mariage? Oui, ai-je dit. Ma mère l'a payé en liquide. J'ai les documents de clôture, l'acte et les transferts bancaires montrant que c'était un cadeau pour moi avant le mariage. Et les 80 euros. C'est sur un compte d'épargne séparé à mon nom. C'était un versement d'assurance et ses économies. Je n'y ai pas touché. Et le nom d'Étienne n'est pas sur le compte. Laura a hoché la tête. Selon le droit français, les biens acquis avant le mariage ou par héritage ou donation sont considérés comme des biens propres. Tant que tu n'as pas mélangé les fonds, c'est, à dire, utiliser ce compte pour payer des dettes maritales communes ou déposer ses salaires dessus, il reste à toi. L'appartement est à toi. Point final. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 24 heures. Le poids écrasant sur ma poitrine s'est légèrement levé. Émilie est intervenue. Et s'ils essaient de traîner, de la menacer, s'ils refusent de signer un accord, on va au procès, a dit Laura calmement. Ça rend les choses plus longues, mais la loi concernant les biens propres est très claire. La clé ici, Solène, est que tu dois rester complètement stoïque. Ne signe rien sans moi. Ne transfère pas un seul euro. Ne accepte rien verbalement. S'il te contacte, communique seulement par écrit ou laisse sur répondeur pour qu'on ait un enregistrement. Laura m'a regardé droit dans les yeux. La partie légale est en fait simple.
la partie émotionnelle et le champ de bataille. Quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent pas t'intimider légalement, ils essaieront de te briser émotionnellement. Ils s'excuseront, pleureront, joueront la victime ou utiliseront le concept de famille pour te faire céder. Tu dois te souvenir pourquoi tu es sorti de cet appartement. Ces mots ont fait piquer mes yeux. Je me suis souvenu de ma mère debout dans la petite cuisine de ma maison d'enfance, toussant mais souriante, me disant que peu importe qui j'épouserais, j'avais besoin d'un endroit à moi. En quittant le cabinet d'avocat, j'ai pris un Uber directement pour l'appartement à Montmartre. Je n'y étais pas allée depuis des mois. Les planchers en bois étaient couverts d'une fine couche de poussière. Mais au moment où j'ai déverrouillé la porte, une odeur familière m'a envahi. Ça sentait comme ma mère, comme la sécurité, comme un endroit où je n'avais pas à me rapetisser pour m'intégrer. Je suis restée au milieu du salon vide et j'ai pleuré. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu, mais je savais qui c'était. J'ai répondu immédiatement en appuyant sur le bouton d'enregistrement sur l'écran. « Solène, où es-tu » La voix d'Étienne. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. » J'ai réfléchi. Si tu veux vraiment ce divorce, je ne le combattrai pas. Mais tu dois vendre l'appartement à Montmartre et me donner la moitié. J'ai été ton mari pendant 3 ans, Solène. Je ne pars pas les mains vides. J'ai fermé les yeux. Le froid est revenu dans mes os. Tu essaies de négocier un paiement pour notre mariage. Je demande ce qui est juste. Juste est que tu ne touches à rien que ma mère morte m'ait laissé. Étienne est resté silencieux 1 seconde avant que sa voix ne devienne dure. Si tu vas être aussi têtu, je retire les gants. J'ai regardé la photo encadrée de ma mère sur le rebord de la fenêtre. Du moment où vous avez comploté pour voler mon appartement, les gants étaient déjà retirés. J'ai raccroché. Cette nuit-là, je suis restée à l'appartement. J'ai dépoussiéré la table commémorative de ma mère, plaçant des fleurs fraîches du supermarché dans un vase. L'appartement était si calme que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur et le grondement distant de la circulation sur le boulevard. Bizarrement, sans Étienne, sans les remarques passives-agressives de sa mère, je me sentais plus en sécurité dans cet appartement vide que je ne l'avais jamais été dans ma maison conjugale. J'ai ouvert un classeur et sorti une boîte fortinifuge. À l'intérieur se trouvait l'acte de l'appartement, les papiers de clôture, les documents de succession et mes livrets bancaires. J'ai pris des photos de chaque page, les ai sauvegardées dans le cloud et les ai envoyées par email à Laura et Émilie. J'en avais fini d'être négligente. Vers 20h01, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra de l'interphone. Étienne se tenait à la porte d'entrée de l'immeuble avec sa mère et Léonie juste derrière. Il m'avait trouvée plus vite que prévu. Je ne les ai pas fait entrer. J'ai pris mon téléphone, appuyé sur enregistrer et descendu les escaliers jusqu'à la porte vitrée du hall. Je suis restée à l'intérieur, gardant la porte verrouillée. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé à travers la vitre. Étienne m'a regardé fixement, ses yeux scrutant le hall comme s'il évaluait l'immeuble. « Je veux parler comme des adultes. Ouvre la porte. » Sa mère s'est frayé un chemin jusqu'à la vitre. « Cet immeuble est vieux de toute façon. Tu auras de la chance d'en obtenir la valeur marchande. Pourquoi le gardes-tu comme un dragon ?» Ma voix était plate. « C'est une propriété privée. Partez avant que j'appelle la police. » Léonie a levé les yeux au ciel. « Oh, calme-toi, psycho. C'est ton mari. Il a le droit d'entrer. » J'ai regardé Étienne. « Penses-tu avoir le droit d'être ici ?» Il est resté silencieux un moment avant de dire « J'ai le droit de savoir ce qui se passe avec nos biens matrimoniaux. Solène, ne sois pas folle. Accepte juste de vendre l'endroit. Donne-moi 100 000 € pour me racheter, et tu peux garder le reste. Je signerai les papiers de divorce demain. » Je me suis sentie nauseuse.
Tu dis ça comme si c'était de la petite monnaie. Sur quelle base exiges-tu 100 000 euros pour 3 ans d'être mon mari? J'ai ri bien que mes yeux brûlent. 3 ans de mariage, et tu évalues tes services à 100 000 payés de la poche de ma mère morte. Ma belle-mère a commencé à crier à travers la vitre. Arrête de discuter avec elle, Étienne. Si elle ne paie pas, on l'emmènera au tribunal. Mais laisse-moi te dire quelque chose, Solène. Si ça devient laide, c'est toi qui seras ruinée. Une femme divorcée se battant contre ses beaux-parents pour de l'argent. Qui voudra de toi après ça? Je l'ai fixée longtemps. Dans le passé, si elle haussait la voix, je me serais excusée. Maintenant, je méprisais juste sa vision pathétique et archaïque, où la valeur d'une femme était liée à garder un homme. Je n'ai besoin de personne pour me vouloir, ai-je dit. J'ai juste besoin de vivre en paix avec ce qui est à moi. Étienne a baissé la voix, essayant de sonner menaçant. Solène, ne force pas ma main. J'ai levé mon téléphone, l'écran d'enregistrement brille en rouge dans le hall faiblement éclairé. Depuis la seconde où vous êtes arrivé à cette porte, j'enregistre. Si vous ne quittez pas cette propriété tout de suite, j'appelle le 17 pour violation de domicile et j'envoie cet enregistrement à mon avocate. Tous les trois se sont figés. Le visage de Léonie est devenu blanc. Sa mère a ouvert la bouche pour crier à nouveau, mais Étienne a saisi son bras. Il m'a regardé, un mélange de rage et d'incrédulité dans les yeux. « Tu as vraiment changé ?» a-t-il craché. Je me suis retournée et suis montée dans les escaliers. Les larmes coulaient, mais je souriais. Je n'avais pas changé. J'étais enfin devenue la femme que ma mère m'avait élevée à être. Quelqu'un qui aime profondément, mais refuse d'être un paillasson. Le lendemain matin, j'ai envoyé le fichier audio à l'avocate Moreau. Elle a répondu simplement « Excellent, continue d'enregistrer tout. Documente chaque interaction. » J'ai pris 2 jours de congé pour mettre ma vie en ordre. J'ai fait des copies de chaque document financier. Chaque feuille de papier ressemblait à une brique que j'utilisais pour construire une forteresse autour de moi. Cet après-midi-là, je suis retournée à l'appartement du centre avec Émilie pour emballer le reste de mes vêtements et affaires personnelles. Je ne voulais pas y aller seule. Quand j'ai déverrouillé la porte, l'endroit était un désastre. Les vêtements d'Étienne étaient jetés sur les chaises. Des contenants de plats à emporter à moitié mangés jonchaient le comptoir, et le sol était collant. En quelques jours, l'appartement était revenu à son état naturel, un bazar que je n'étais plus là pour nettoyer. Étienne est sorti de la chambre avec l'air hagard. « Solène, tu ne reviens vraiment pas ?» Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste sorti mes cartons de déménagement. Je suis ici pour mes vêtements. Il a bloqué le couloir. J'ai parlé à maman. Elle et Léonie promettent qu'elles ne mentionneront plus jamais l'appartement. Reviens juste. On peut recommencer. Émilie a ricané à côté de moi. Recommencer pour qu'il puisse trouver un meilleur plan pour voler ton appartement la prochaine fois. Étienne a lancé un regard noir à Émilie. C'est entre ma femme et moi. Reste en dehors. Il n'y a plus de femme et moi. Je suis intervenue. À partir de maintenant, parle à mon avocate. Son visage s'est assombri. Tu vas vraiment être aussi sans cœur? J'ai levé les yeux de mon carton. Sans cœur est de rester assis à un café à écouter ta famille planifier comment extorquer ta femme et siroter ton café en silence. Je me sauve juste. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et sa mère est entrée. Voyant Émilie, elle a immédiatement grimacé. « Tu as amené ta petite garde du corps pour faire une scène ?» J'ai calmement fermé mon sac de sport. J'ai mes affaires. Je ne reviendrai pas ici. Si j'ai besoin de quoi que ce soit d'autre, j'y mêlerai Étienne. Elle a ricané. Tu penses connaître la loi si bien? Mais laisse-moi te dire, les juges ne donnent pas tout à la femme. Quand on se marie, le mari obtient sa part. Je l'ai regardé, ma voix légère comme une plume.
Alors laisse le juge décider. Tu ne représentes pas l'État français. J'ai pris mes sacs et suis sortie par la porte. Étienne a crié mon nom dans le couloir, mais je ne me suis pas retournée. Au moment où j'ai atteint le hall, mon téléphone a sonné. C'était Laura. La requête en divorce est rédigée. Viens demain signer et nous déposerons au tribunal. J'ai lu le texto, mon cœur battant. La vraie guerre ne faisait que commencer. Le lendemain, j'ai signé les papiers de divorce. Au moment où mon stylo planait au-dessus de la ligne de signature, ma main a légèrement tremblé, non parce que je manquais Étienne, mais parce que je pleurais les 3 années de ma jeunesse que j'avais versées dans un trou noir. Laura m'a regardé gentiment. « Tu as besoin d'une minute ?» J'ai secoué la tête. « Non, je veux juste que ça soit fait proprement et qu'il ne touche absolument à rien qui appartenait à ma mère. À partir d'aujourd'hui, limite strictement le contact, a conseillé Laura. S'ils appellent, laisse sur répondeur. Sauvegarde chaque texto. S'ils se présentent au travail ou à la maison, appelle la sécurité ou la police. Quand je suis sortie du cabinet, le soleil parisien était aveuglément brillant. Mais pour la première fois depuis des semaines, le monde ne semblait pas sombre. J'ai appelé mon manager et lui ai dit que j'étais prête à revenir pleinement au travail. Il a écouté, puis a dit « Prends le temps dont tu as besoin, Solène. Mais souviens-toi, l'agence te valorise. Nous avons besoin de toi sur ce compte. » Ces mots m'ont rappelé que j'avais une valeur en dehors d'être une bonne épouse. Je n'étais pas juste une femme rejetée. J'étais une professionnelle. J'avais des amis. J'avais un foyer. J'avais de l'agence. Ce vendredi soir, je me suis arrêtée à un supermarché pour acheter des courses pour l'appartement à Montmartre. En marchant dans la rue vers mon immeuble, j'ai vu Léonie debout près de la porte d'entrée, faisant les 100 pas et textant furieusement. Quand elle m'a vue, elle a chargé en avant. « Solène, tu as perdu la tête ? Tu as vraiment déposé une demande de divorce. » Je suis reculée et immédiatement appuyée sur enregistrer sur mon téléphone, le tenant à mon côté. « Si tu as quelque chose à dire, fais vite. Tu pousses mon frère dans un coin. Il est un désastre. La tension de maman est au plafond. Et tu es juste assise là dans ton bel appartement à jouer la victime. As-tu encore une conscience ? Ma conscience, ai-je dit froidement, n'est pas faite pour financer la cupidité de ta famille. » Le visage de Léonie est devenu violet. « Tu penses qu'avoir un avocat te rend invincible ? Quand on ira au tribunal, le juge regardera les contributions d'Étienne. Il était ton mari pendant 3 ans. Il a des droits. Être un mari ne donne pas le droit de voler les biens prématrimoniaux de ta femme. » Léonie a serré les dents. « Si tu avais juste vendu l'endroit et donné une part à Étienne, tout ça serait parti. Si tu continues à jouer dur, ne me blâme pas quand je dis à tout le monde quelle égoïste, ingrate tu es. Je posterai tout sur Facebook. Tout le monde saura que tu as abandonné ta famille pour de l'argent. » J'ai regardé autour. Quelques voisins promenant leurs chiens commençaient à regarder. Dans le passé, la menace d'embarras public m'aurait paralysée. Aujourd'hui, ça ressemblait à rien. J'ai articulé chaque mot. « Français, poste-le. Et quand tu le feras, je posterai les enregistrements audio de toi et ta mère complotant pour extorquer l'héritage d'une femme morte afin que tu puisses ouvrir un salon au sous-sol. J'ai les audios, les textos, les témoins. Tu veux un cirque public ? J'achèterai les billets. » La mâchoire de Léonie est tombée. Elle a fixé le téléphone dans ma main, la couleur quittant son visage. Juste à ce moment, Étienne est arrivé en courant au coin. Il a saisi le bras de Léonie. « Léonie, arrête, allons-y. » Léonie a retiré son bras. « Tu prends son parti ?» Étienne n'a pas répondu. Il m'a juste regardé. Dans ses yeux, il y avait de la colère, de l'épuisement et, pour la première fois, de la peur.
Il avait enfin réalisé que je ne jouais plus leur jeu. Cette nuit-là, Laura m'a emailé pour dire qu'Étienne avait engagé un avocat et déposé une contre-requête. Il demandait officiellement au tribunal d'attribuer à Étienne une part équitable de l'appartement à Montmartre et des 80 000 €, affirmant qu'il avait contribué à l'entretien et à la stabilité émotionnelle du mariage. Il revendiquait aussi que j'avais abandonné le domicile conjugal. « Tu es inquiète ?» a demandé Émilie au téléphone. « Non, ils essaient de construire un dossier à partir de rien. Laura dit que c'est une tactique d'intimidation. J'ai passé le week-end à faire des devoirs pour Laura. Elle avait besoin que je sorte 3 ans de relevés bancaires. En m'asseyant à ma table à manger en surlignant les transactions, une réalité horrifiée s'est matérialisée devant mes yeux. Loyer de l'appartement du centre, factures médicales, courses, copaiement pour la kiné de sa mère, cadeaux de fête. J'avais payé presque tout. Pendant ce temps, les salaires d'Étienne allaient sur son compte, et mois après mois, d'importants transferts sortaient via virement vers sa mère. Les motifs étaient toujours vagues. Pour maman ou épargne. J'ai tout scanné et envoyé à Laura. Elle a répondu instantanément. C'est une mine d'or. Non seulement tu n'as pas dépendu de son revenu, mais tu as subventionné son style de vie pendant qu'il détournait des fonds matrimoniaux vers sa mère. Sa revendication de contribution vient de s'évaporer. La conférence de règlement pré-procès a eu lieu un mardi matin pluvieux au centre-ville. Je portais un tailleur noir sur mesure, les cheveux tirés en arrière serrés, je portais un épais classeur de documents. Étienne était dans la zone d'attente avec son avocat, un type lisse en costume gris. Sa mère et Léonie étaient là aussi, bien qu'elle devait s'asseoir dans la galerie publique dehors la salle de conférence. Quand ma belle-mère m'a vue, elle a lancé un regard noir. Regardez-la, amenant un requin d'avocat pour terroriser son propre mari. Je suis passé droit devant elle. Laura a simplement murmuré « Regarde devant ». Solène. À l'intérieur de la salle de conférence, le médiateur a demandé s'il y avait une chance de réconciliation. « Absolument pas », ai-je dit instantanément. Étienne m'a regardé, jouant le chiot blessé. « Je ne veux pas de divorce. J'aime ma femme. Elle a juste été manipulée par ses amis et a mal compris les intentions de ma famille. » Je me suis tournée vers lui, émerveillée par sa capacité à mentir sous serment. J'ai poussé Laura. Elle a placé un petit haut-parleur sur la table et a appuyé sur play depuis son ordinateur portable. L'audio d'Étienne exigeant 100 000 € pour 3 ans d'être mon mari a résonné dans la salle légale stérile. Puis l'audio de Léonie menaçant de me diffamer sur Facebook. Le visage d'Étienne est devenu couleur de cendre. Son avocat s'est éclairci la gorge, ajustant ses lunettes. Les émotions étaient vives. Mon client exprimait juste de la frustration. Nous demandons simplement une division équitable basée sur ses contributions au mariage. Laura n'a pas manqué un battement. Elle a poussé une pile de papier sur la table. L'appartement à Montmartre a été acheté en liquide par la mère défunte de Solène avant le mariage. Le titre est resté uniquement au nom de Solène. Les 80 000 € étaient un héritage gardé sur un compte séparé. Aucun actif n'a été mélangé. Elle a poussé une autre pile en avant. De plus, ma cliente a fourni 3 ans de relevés bancaires prouvant qu'elle a payé 80% des dépenses maritales. Simultanément, votre client a transféré environ 45 000 € de son revenu à sa mère. Si quelqu'un a une revendication pour dissipation d'actifs matrimoniaux, c'est Solène. Mais ma cliente est prête à renoncer à une revendication sur les fonds qu'il a détournés, à condition que votre client parte avec exactement ce qu'il a apporté dans ce mariage. Rien. La pièce était morte silencieuse. Le médiateur a regardé l'avocat d'Étienne, levant un sourcil. Étienne fixait la table,
ses mains tremblant. Le médiateur s'est adossé. Conseil, je vous suggère fortement de parler à votre client de la réalité du droit français des biens avant de gaspiller le temps d'un juge. La conférence s'est terminée abruptement. Dans le couloir, sa mère a essayé de se précipiter sur moi, mais Étienne a saisi son bras. « Maman, arrête. Juste arrête. » Léonie avait l'air terrifiée. Je ne me suis pas attardée. Je suis allée aux ascenseurs avec Laura. Les portes se sont fermées, excluant la famille Durand pour de bon. 3 semaines plus tard, le jugement de divorce a été signé par un juge. Le tribunal a statué entièrement en ma faveur. L'appartement et l'héritage ont été confirmés comme mes biens propres. Les revendications d'Étienne pour une part équitable ont été rejetées avec préjudice. Quand le marteau est tombé, je n'ai pas acclamé. J'ai juste senti une porte massive et lourde se fermer derrière moi. En sortant du tribunal sur la rue, Étienne a couru derrière moi. « Solène, attends, je me suis arrêtée. Je suis désolée, a-t-il dit, sa voix se brisant. Je le suis vraiment. » Je l'ai regardé. C'était l'excuse que j'avais désespérément voulu des mois plus tôt. Mais maintenant, elle ne signifiait rien. Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé, Étienne. Tu es juste désolé d'avoir perdu. Non, je regrette. Tout. Je le regrettais aussi, ai-je dit doucement. Je regrettais de croire que me rapetisser ferait aimer ta famille, mais je ne le regrette plus. Grâce à toi. J'ai appris à me lever et à me battre pour moi-même. Je me suis tournée et suis allée vers Émilie, qui attendait près de sa voiture avec 2 cafés. Le ciel parisien était soudain brillant et clair. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais respirer. 1 an plus tard, je vivais à temps plein dans l'appartement à Montmartre. J'avais repeint les murs, acheté de nouveaux meubles et planté une jardinière d'hortensias, ce que ma mère aimait. J'avais eu la promotion dans mon agence de communication. J'étais chef d'équipe, gagnant mon propre argent, conduisant ma propre voiture et décidant comment vivre ma propre vie. Personne n'appelait mon indépendance égoïste. Personne n'essayait d'utiliser le mot famille pour voler mon filet de sécurité. Un après-midi, j'ai reçu une enveloppe simple au courrier sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une copie de notre ancienne photo de mariage et un post-it dans l'écriture d'Étienne. « J'espère que tu es heureuse. » Je l'ai fixé quelques secondes, puis l'ai jeté dans la déchiqueteuse. Certains souvenirs, une fois tachés par la cupidité, appartiennent à la poubelle. En regardant en arrière, j'ai appris 4 choses. D'abord, une femme doit férocement protéger ses biens, ses papiers et son filet de sécurité, peu importe combien elle aime un homme. Deuxièmement, un mariage ne survit que sur le respect mutuel, pas sur le sacrifice unilatéral. Troisièmement, quiconque t'aime vraiment n'utilisera jamais le concept de famille pour te dépouiller de ce qui t'appartient de droit. Et enfin, quand tu es trahi, ne reste pas assise à pleurer. Rassemble tes preuves. Trouve un bon avocat. Appuie-toi sur les gens qui se soucient vraiment de toi et bats-toi comme une folle.